Bonjour, c'est bon, on est en direct là? Vous m'entendez là? Toi, oui, on t'entend très bien. D'accord, on est en direct. Bonjour, nous sommes là aujourd'hui, 17 décembre, précisément 16h37, pour parler de solidarité. Nous sommes à notre café Perspective avec Claire Sen et Ibrahim qui va nous rejoindre, on espère, dans pas longtemps. Et donc là, je vais donner la parole à Madame Claire Sen, qui est animatrice spécialisée sur la solidarité internationale, accompagnatrice de projets solidaires et engagée. Bonjour Claire. Ton micro, s'il te plaît, et tu pourras te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Claire Sénès, comme l'a dit Souleymane, je suis animatrice spécialisée dans la solidarité internationale et accompagnatrice de jeunes porteurs de projets solidaires. Actuellement en réflexion sur la création d'une structure associative justement qui accompagne les jeunes en solidarité. Voilà, donc est-ce que vous voulez qu'on commence les questions sur la définition de la solidarité internationale, l'aide au développement, la solidarité locale? Oui, effectivement. Alors, je te pose une première question. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de aujourd'hui, la thématique, effectivement, c'est sur la solidarité internationale. Donc, nous, on a préparé quelques questions, hein. Du coup, on veut savoir ce que c'est que la solidarité internationale. Quelle est la différence entre la solidarité internationale, l'aide au développement et la solidarité locale? Alors, la solidarité internationale, selon les organismes référencés en France, c'est l'ensemble des actions d'entraide entre différents pays et différentes communautés, avec pour objectif principal de soutenir les plus démunis dans un esprit de partage et de rencontre interculturelle, visant un monde plus juste et fraternel. Voilà, c'est une définition assez globale, mais qui a quand même des mots-clés. La rencontre interculturelle, l'esprit de partage et visant un monde plus juste et fraternel. Voilà. Alors, la différence avec la solidarité locale, j'ai commencé par ça, en fait, elle est principalement géographique, puisque la solidarité locale, finalement, c'est l'ensemble des actions qu'on peut mener à côté de chez soi, dans son quartier, dans sa ville, dans son département, des actions solidaires, contrairement à la solidarité internationale qui va sortir de son pays d'origine. Voilà. Ensuite, l'aide au développement, elle est au service de la solidarité internationale, en fait. C'est l'action qui vise l'amélioration des conditions de vie d'une communauté sur un plan économique, social, culturel, politique et politique, pardon. Et cette aide, pour qu'elle soit durable, doit être ajustée sur un plan écologique et respecter les dynamiques locales afin que chacun, localement, soit acteur de son propre développement. Donc, elle est en lien direct avec la notion de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, des objectifs de développement durable, mais ça peut être un long sujet de discussion. En tout cas, c'est des termes étroitement liés. L'aide au développement est au service de la solidarité internationale et du développement durable. Voilà. Donc, Ibrahim nous a rejoint. Je vais présenter Ibrahim et l'âme pourra à nouveau dire sa question, poser sa question. Ibrahim Anne, bonjour. Bonjour, désolé du retard, les aléas de transport. Désolé. Donc, nous sommes avec Claire Sen et Ibrahim Anne, qui est secrétaire général à Actu et vice-président bénévole de COSIM Nouvelle-Aquitaine, également chargé des formations événementielles et du programme Génération Climat. Là, à toi la parole. Du coup, merci Souleymane. Bonjour Ibrahima. Très content de t'avoir avec nous, de la même manière que Claire d'ailleurs. Du coup, la première question que nous, on a voulu savoir,
c'est quelle est la différence en fait? Qu'est-ce que d'abord la solidarité internationale? Comment tu le définis? Quelle est la différence entre la solidarité internationale, l'aide au développement et la solidarité locale? Oui, bonjour à tout le monde, bonsoir à certains. Ben, merci de cette invitation et merci à Claire aussi d'avoir accepté de débattre. C'est très intéressant toujours d'échanger les points de vue, surtout en termes de solidarité internationale où on entend tellement de choses. Je ne sais pas quoi dire après ce qu'elle a dit, parce que je pense qu'on partage à peu près les mêmes définitions de la solidarité internationale et de l'aide au développement. La solidarité internationale comme telle, c'est comme elle a dit, donc c'est sur le plan où on est dans un territoire, où on est dans un monde où on doit apporter quelque chose. Donc apporter quelque chose, mais pour un développement durable. Un développement durable et solidaire et qui respecte les territoires, les pays, les nations, les cultures, dans ce respect global de ce développement économique, social, politique, si on veut, même si politiquement, quelquefois, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, ça peut apporter. Parce qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, c'est cette société civile qui va prendre en charge, qui va s'impliquer dans la solidarité internationale. Nous qui sommes ici, nous faisons de la solidarité internationale dans nos pays d'origine parce que nous faisons des choses. On entrera dans les détails après plus tard pour ce que nous faisons. Mais d'autres aussi, d'autres dans le volontariat qui vont dans des pays dits du Sud, même si je n'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça, c'est pour se faire comprendre, c'est ce qu'on dit. Donc, vont dans ces pays, c'est dans le cadre de la solidarité internationale. Elle est très variée. Il y a tellement de thématiques dans la solidarité internationale. Le plus important à retenir dans la solidarité internationale, c'est ce qu'on apporte et ce qu'on y gagne aussi en termes, pas en termes purement monétaires, si vous voulez, mais ce qu'on y gagne en tant qu'être humain, en tant qu'individu, quand on apporte du développement, quand on apporte de l'échange, quand on apporte l'interculturalité vis-à-vis de l'autre, par rapport à l'autre. Et l'aide au développement, moi, je le prendrais plutôt dans le sens plutôt multilatéral, je ne sais pas si je me fais comprendre, dans le sens où c'est plus un terme étatique, un terme global qui fait que les États apportent de l'aide au développement à certains pays. Mais ce que nous apportons aussi, c'est de l'aide au développement en tant qu'acteur de la solidarité internationale. Mais globalement, économiquement parlant, sur le plan politique, l'aide au développement est entendue sous ce terme-là. Quand on dit, par exemple, l'AFD fait de l'aide au développement ou la France fait de l'aide au développement, c'est dans ce sens-là qu'on va, c'est d'État à État. Mais nous, à notre niveau, nous faisons aussi de l'aide au développement. Et là, je ne parle pas aussi de l'apport des populations issues des migrations, le rapport dans leur pays d'origine qui est 4 fois plus important que l'aide au développement. Mais 4 fois plus important, qui est à peu près de 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez ces montants dans le monde et que l'aide publique au développement n'atteint même pas ces niveaux-là. Donc voilà, on va parler de ces thématiques, je pense, qui vont être intéressantes à échanger avec les internautes qui sont là. Mais je pense que ça va être très intéressant de voir un peu les subtilités qu'on peut avoir entre aide au développement ou aide publique au développement, solidarité internationale, solidarité locale, c'est généralement dans le pays où les gens se trouvent, localement, on appelle ça de la solidarité locale. Les gens font des choses, apportent des choses, ils font des choses pour les populations démunies, ils font des choses pour apporter de l'éducation, ils font des choses pour apporter même de l'éveil citoyen. Ça, c'est de la solidarité locale, localement parlant. Et nous autres qui sommes ici en France ou ailleurs, ce que nous apportons dans nos pays d'origine ou dans d'autres pays, même si ce n'est pas nos pays d'origine, on appelle ça de la solidarité internationale. Et il faut le distinguer aussi de l'humanitaire, mais je pense qu'on y reviendra. Tout à fait. Merci beaucoup, Ibrahim, de cette brillante intervention. Claire, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette première question et par rapport aux éléments abordés par Ibrahim? Oui, je vais juste revenir sur l'aide au développement. En effet, déjà bonjour Ibrahim, on ne s'est pas salué tout à l'heure. C'est important de distinguer l'aide publique au développement et l'aide au développement parce que c'est pas exactement pareil. Et en effet, l'aide publique au développement, c'est ce que disait Ibrahim entre l'aide qu'il peut avoir entre les différents pays. Après, il y a aussi la notion de projet de développement qui se rapproche plus de l'aide au développement. Voilà, toute cette aide qui s'inscrit dans une période longue, en fait, par rapport à l'aide d'urgence, l'aide humanitaire, qui est une aide qui agit très vite par rapport à une situation d'urgence. Voilà. Très bien, merci Claire. Je laisse la parole à Suleiman. Merci Lam, merci Claire, merci Ibrahima. La solidarité
et la tendresse des peuples, je le rappelle, Thomas Borges. Sans solidarité, performance ni durable ni honorable, François Proust. Je vais vous poser cette question qui est la suivante. Quelles sont les actions que vous avez menées et qui peuvent être considérées comme de la solidarité internationale? Claire, à toi la parole. Oui. Alors, moi, la première action solidaire que j'ai menée, enfin de solidarité internationale, puisque c'est le sujet aujourd'hui, j'ai commencé par un stage de 3 mois au Sénégal pendant mes études à l'école 3A. Donc peut-être que vous connaissez, c'est l'école internationale de commerce et de développement qui est située à Lyon et qui forme entre guillemets voilà, des gestionnaires pour des projets de développement justement, pour des projets de solidarité, des projets solidaires, des projets de solidarité internationale. Et j'ai intégré cette école après un DUG à l'université Lyon 2. Et donc la 3e année, on doit faire un stage pour valider un projet professionnel qu'on a monté en amont. Et là, l'idée, c'était nous, on était 2, on voulait tester la faisabilité d'un projet d'édition manuelle périscolaire pour sensibiliser les enfants des zones rurales à l'importance de l'hygiène. Et on l'a fait en lien direct avec une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'appelait Plan International, qui était située à Saint-Louis. Saint-Louis, donc au nord du Sénégal. Et en partenariat aussi avec une maison d'édition, parce que le but, c'était d'imprimer et d'éditer ce livre et de le diffuser ensuite dans les zones rurales, puisque c'était l'objectif principal. En langue nationale, en langue locale, donc c'était d'abord en Wolof et ensuite dans les autres langues. Voilà, c'était le projet initial. Donc pourquoi je le lie à un projet de solidarité internationale? Parce qu'il y avait toute une partie de rencontres interculturelles, parce qu'on a dû confronter notre projet qu'on avait monté en France aux réalités locales, donc avec les différents interlocuteurs qu'on avait. C'est-à-dire, on a rencontré des interlocuteurs dans l'éducation, puisque c'était le sujet de notre livre. Un inspecteur de l'éducation nationale à Saint-Louis. On a ensuite rencontré des instituteurs. On a rencontré voilà, différents partenaires de la société civile. Et là, on a confronté notre projet initial à ce qui est à leurs besoins, voilà, aux réalités locales du Sénégal. Donc, c'était une vraie rencontre interculturelle puisqu'on a dû réajuster notre positionnement. Et ça a été très riche parce que du coup, ça nous a permis de co-construire le projet, de le faire avancer, de le faire évoluer en fonction de ce qu'on avait constaté, des échanges qu'on avait faits. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, on a aussi réajusté par rapport à la deuxième partie qui était la rencontre avec le partenaire éditorial, parce qu'on a rencontré l'illustrateur, l'auteur qui nous a aidés, etc. Donc ça a été vraiment une phase intéressante de test qui nous a permis de monter, de créer une maquette de livre. Voilà. Donc après, il se trouve que il y a une autre partie dans un projet de solidarité internationale qui peut être assez décisif pour la faisabilité d'un projet, c'est toute la partie financière. Et là, malheureusement, on n'a pas réussi à notre niveau. On était peut-être pas assez mûr à ce moment-là, mais on n'a pas réussi à trouver tous les financements nécessaires, pas réussi à convaincre les bailleurs de fonds. Ça, c'est une partie difficile. Du coup, le projet est resté à l'état de maquette. Mais en tous les cas, ce qu'on a vécu, les 2 mois d'enquête qu'on a vécu à Saint-Louis et à Dakar, ce que je retiens, moi, c'est vraiment les rencontres qu'on a fait avec les acteurs locaux qui nous ont permis de faire évoluer et de co-construire une première phase de projet. Et dans ce sens-là, pour moi, on s'inscrivait dans de la solidarité internationale. Voilà, donc ça, c'était une première expérience. Ensuite, j'ai fait 1 an d'études sur le Congo-Kinshasa. Donc là, j'étais basée en France, c'était avec une ONG française. Donc c'était plus un travail de fond en fait d'études qui m'a permis de mieux connaître voilà comment fonctionnaient les acteurs de la société civile au Congo en lien avec des acteurs non gouvernementaux en Europe. Donc voilà, c'est tout le travail en amont en fait d'échange d'informations qui est nécessaire
par rapport à des programmes de développement, des projets de développement. On en revient à la définition. Donc, c'est de manière indirecte lié à la solidarité internationale, mais c'est une phase nécessaire dans un projet. Et ensuite, mon avant-dernière expérience, c'était de 2003 à 2005. J'ai été au Burkina Faso. J'étais formatrice de jeunes lycéens au métier de la gestion. Donc là, j'étais sur le terrain avec une ONG de volontariat, donc sur le statut, avec un statut de VSI, c'est-à-dire volontaire de solidarité internationale. Je suis désolée, j'emploie pas mal de vocabulaire du domaine de la solidarité, mais c'est parce que c'est légiféré par des statuts précis et du coup, il y a des noms précis. Et là, en fait, 2 ans sur le terrain. Ce que je retiens aussi, c'est ce qui a été très fort, c'est encore la rencontre interculturelle, parce que voilà, on vit 2 ans sur place, donc c'est pas comme si on a envoyé 3 mois pour des missions courtes. Là, on est vraiment, on vit avec une communauté pendant 2 ans, et puis on travaille aussi. Donc c'était très fort d'un point de vue échange interculturel. Sur le plan développement, c'est dur à quantifier, mais on s'intégrait dans un projet de formation locale. Donc après, voilà, il y a eu des aléas comme dans tout projet, hein, des imprévus, etc. Mais ça a été très riche. En tout cas, moi, le contact que j'ai eu avec mes différents élèves, parce qu'on a vraiment mené des discussions très enrichissantes. On a confronté nos points de vue. Voilà, donc évidemment, c'était assez intergénérationnel, mais c'était aussi des points de vue différents quand on habite voilà, au Burkina Faso, dans une grosse ville, pas la capitale, mais une grosse ville d'une zone rurale. Et moi qui arrivais j'arrivais de Paris, je sortais d'une expérience professionnelle de 3 ans. Donc évidemment, confronter ces 2 milieux-là, on a partagé nos mondes, entre guillemets. On a essayé d'échanger et dans des conditions des conditions sur la durée. Du coup, il y avait vraiment un échange qui s'est installé très intéressant et qui m'a beaucoup apporté. Voilà. C'était non seulement les échanges avec les élèves, mais aussi avec tout le voisinage, puisque quand vous vivez pendant 2 ans, bien évidemment, vous intégrez dans votre quartier, voilà, vous allez sur le marché, vous créez des liens fraternels dans le quartier. Donc, évidemment, là, ça devient très humain, très, très fraternel et très riche par ce point de vue-là. Et ensuite, ma dernière expérience, elle est en France. C'est entre 2016 et 2019, j'ai fait 3 ans d'accompagnement des jeunes qui voulaient partir en mission solidaire. Donc c'est assez indirect, mais j'ai essayé de porter les valeurs de la solidarité pour essayer de les accompagner au mieux dans leurs projets, en essayant voilà, de leur transmettre toutes les valeurs qui sont pour moi accrochées à la solidarité internationale qu'on a définie tout à l'heure. Donc vraiment avec l'esprit de partage et la rencontre interculturelle qui sont pour moi primordiales. Voilà pour mes expériences. Ibrahim, quelles sont les actions que tu as menées ou que vous avez menées avec les associations que tu soutiens ou auxquelles tu es adhérent sur le terrain, que l'on puisse parler de solidarité internationale? D'accord. Oui, donc moi, ça risque d'être un peu l'inverse de Claire. Alors, parce que moi, la solidarité, je l'ai menée ici en France. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange. J'ai eu pas mal d'expérience en fait en termes de solidarité internationale, mais surtout en termes d'accompagnement. Ici, j'intervenais sur le terrain en termes d'interculturalité, parce que j'apportais cet aspect d'interculturalité auprès de jeunes, effectivement ici, qui voulaient partir, soit en Afrique, soit en Asie, soit ailleurs. Donc, j'apportais cet aspect interculturalité, c'était un échange. Mais dans un autre sens, j'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets de développement, comme on en a parlé tout à l'heure, mais qui sont des projets de solidarité internationale. Parce que c'est comme on le fait au sein du COSIM Nouvelle-Aquitaine et du Forum, ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement pour répondre à des appels à projets. Et donc, ces projets, nous les connaissons, c'est presque nous qui le faisons, puisque nous accompagnons ces porteurs de projets du début jusqu'à la fin du projet qu'ils vont déposer. Et lors de la mise en œuvre du projet aussi dans leur pays d'origine,
nous les accompagnons aussi dans cette mise en œuvre, parce que la mise en œuvre aussi doit être faite d'une certaine façon, parce qu'il y a un compte rendu, il y a une certaine redevabilité à avoir par rapport aux financeurs, aux bailleurs de fonds, qui peuvent être l'AFD ou la région. Donc, j'ai accompagné des porteurs de projets au Congo, au Cameroun, Haïti, Centrafrique, Sénégal. Donc, voilà, c'est varié, tous ces pays, en Guinée aussi, tous ces pays, j'ai vu les porteurs de projets, j'ai vu les associations qui travaillent dans ces pays. Donc, cette solidarité qu'on a apportée, et moi-même personnellement, j'ai accompagné des projets en Mauritanie, où j'ai réalisé des projets en Mauritanie, notamment à Técan, où dans le cadre de l'association Actum, on a fait des projets de caravane de santé qu'on a menés. On a fait un projet d'installation d'une pharmacie communautaire qui sera en principe inaugurée là en janvier d'ailleurs. On vous invite à aller à Técan d'ailleurs pour participer à l'inauguration de ce projet-là, de cette pharmacie communautaire, qui va permettre justement ce qu'on disait, d'apporter à des populations, comme on le sait, qui sont dans certains villages très reculés, des centres de santé, des médicaments, tout ça qui sont très reculés de ces zones-là, donc de leur apporter cette partie-là. Donc, on a mis en place une pharmacie communautaire avec tout le nécessaire, hein, une pharmacie, vraiment tout ce qu'il faut dans une pharmacie. Donc, on a mis en place cette pharmacie qui sera inaugurée au mois de janvier. Et là, on est en plein dans la construction d'un centre de santé. Donc, vous voyez, c'est une certaine évolution de la situation. On ne veut pas juste s'arrêter là. On va essayer d'aller dans d'autres endroits de la Mauritanie pour que tout le monde puisse y accéder, même si on a des moyens très limités, effectivement. Mais bon, c'est cet accompagnement-là de porteurs de projets, d'associations qui militent dans leur pays d'origine pour apporter un certain développement, un certain bien-être pour leur population. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai accompagné la solidarité internationale. Et dans mes activités ici d'intervention, notamment dans le cadre du programme Génération Climat aussi, qui travaille sur les facteurs, les liens avec le changement climatique, donc des porteurs de projets, des jeunes qui veulent partir en Afrique avec leur projet ou leur idée de projet, nous les accompagner à faire et à construire ce projet, que ce soit en service civique ou dans le cadre d'un projet de solidarité internationale avec une association qui est ici en France ou dans le pays où ils voudraient aller. Donc voilà, c'est cet accompagnement que j'ai apporté, si vous voulez, en termes de solidarité internationale. Mais ici, mon travail en termes de solidarité internationale, c'est les interventions, c'est les débats, c'est les conférences, c'est les animations. Ce que nous menons aussi, par exemple, comme la Journée internationale des migrants qui aura lieu demain, le 18, voilà. Demain, c'est pas le 18, voilà, le 18, la Journée internationale des migrants qui est organisée par le Forum. Donc, les débats que nous menons dans toute la France par rapport au Forum, aux actions que nous menons, aux échanges que nous avons avec les associations françaises qui travaillent dans le domaine de la solidarité internationale pour essayer d'avoir une sorte de vision commune de la solidarité internationale, de réflexion commune sur la solidarité internationale, ce que nous apportons, que ce soit ici en France ou dans nos pays d'origine ou ailleurs. Donc voilà, c'est ce développement, c'est ce travail que nous apportons qui est très important pour nous, aussi bien ici en France que dans nos pays d'origine. Très bien, merci beaucoup Ibrahim pour cette question. Effectivement, c'est très intéressant ta vision et la vision de Claire, parce que Claire a aussi exercé dans le cadre de ses activités en Afrique, et toi c'est plus là. Donc ça, on est dans la mondialisation, donc on va pas rentrer dans ce débat. Avant de passer à la troisième question, il y a une question du coup dans l'internaute. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui travailler dans la solidarité internationale? Et quels sont les obstacles que vous rencontrez sur le terrain? Je commence par Claire. Alors, qu'est-ce que signifie travailler dans la solidarité internationale? Eh bien, aujourd'hui, ça peut prendre différentes formes, comme on l'a vu entre les expériences d'Ibrahim et les miennes. Voilà, donc ça peut être nos dernières expériences, enfin nos expériences communes, c'est tout ce qui se rapporte à l'accompagnement, justement, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, tout ce qui se passe en France dans le domaine de la solidarité internationale. Donc c'est l'accompagnement des jeunes, la sensibilisation, donner les clés de compréhension du monde dans un objectif d'un monde plus juste et fraternel. Tout ça peut être travaillé dans la solidarité internationale. Et ensuite, quand on monte le projet, qu'il y a un projet de départ, eh bien là aussi, ça peut être un travail de solidarité internationale. Quand le projet est monté en suivant bien toutes les étapes qu'on pourra définir plus précisément. Mais voilà, ça peut être donc ces projets qui ont une durée
plutôt courtes. Pour les jeunes, ça peut être de 2 semaines à 3 mois quand on va dans un pays étranger. Mais après, ça peut être aussi un métier sur la durée. Donc là, on peut rentrer dans les différents corps de métier de l'aide au développement, justement, qu'on définissait tout à l'heure. Quand on travaille dans une ONG comme Handicap International, comme le CCFD, voilà, il y en a plein d'autres, comme la Croix-Rouge française, quand on est sur le terrain, on peut, voilà, la Croix-Rouge, c'est plus de l'aide humanitaire, mais voilà, ça, c'est aussi travailler dans la solidarité internationale. Donc, il y a la notion de durée qui est importante, en fait, qui du coup, couvre pas mal de différentes formes de solidarité internationale. Et ensuite, la deuxième question, c'était... Je ne sais plus. La deuxième partie de la question, c'est quels sont les obstacles que vous rencontrez? Les obstacles. Les obstacles, bah, ça peut être... Après, moi, j'ai parlé dans ma dernière expérience. Alors, j'ai fait différentes expériences et à chaque fois, il y avait des difficultés différentes, des obstacles différents. Donc, c'est vrai, quand on est étudiant et qu'on veut monter un projet de solidarité, ben, voilà, il y a différentes étapes à suivre et à chaque fois, il peut y avoir des obstacles. Donc, ça peut être déjà la recherche d'un partenaire fiable. Voilà, co-construire avec un partenaire fiable son projet. Ensuite, rechercher les financements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, entre le moment, l'année en 1996 où j'ai essayé de monter un projet et aujourd'hui, on a les dispositifs de financement se sont multipliés. Il y en a beaucoup, énormément. Donc là, c'est vrai que c'est essentiel de se faire accompagner parce que, voilà, pour être bien au courant des dispositifs qui existent, et être aidé à discerner, à bien construire son projet. Voilà, donc après, comme autre obstacle, je pourrais dire peut-être la rencontre, la formation. S'il y a une absence de formation à l'interculturel, justement, ça peut être un obstacle de rencontrer l'autre culture si on n'est pas préparé, si on n'a pas les clés, les outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'autre culture qu'on va rencontrer. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était très clair. Du coup, Ibrahim, je te laisse répondre à la question. Si tu veux que je répète ça, alors, donc c'est que signifie travailler dans la solidarité internationale et quels sont les obstacles que vous rencontrez sur le terrain ou sur les terrains? Que signifie travailler sur la solidarité internationale? Travailler sur la solidarité internationale pourrait être très, comment je vais appeler ça? Je dirais c'est pour rencontrer l'autre, pour facilement, mais c'est trop facile. Mais travailler sur la solidarité internationale, moi, comme on l'a dit au début avec Claire, c'est rencontrer l'autre, c'est échanger avec l'autre, c'est découvrir l'autre, c'est découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, d'autres façons de parler. Donc, la solidarité internationale, pour moi, elle est dans tout ça. Donc, que signifie travailler dans la solidarité internationale? Ça veut dire tout simplement, je vais travailler à accepter l'autre ce qu'il est, et moi qui suis mauritanien, Ibrahim ou autre, et je vais accepter l'autre aussi, le français, l'anglais, l'américain, le japonais qui va venir. Donc, il faudra qu'on puisse travailler à ce que ça soit une seule humanité. D'abord, on va me dire que je suis très utopiste ou peut-être, j'en sais rien. Mais si on veut rentrer dans la solidarité internationale, il faut rentrer avec cet état d'esprit. Si je rentre dans la solidarité internationale avec un état d'esprit de dominant-dominé ou sachant et l'autre qui ne sait pas, ça risque de poser quelques problèmes. Donc, il vaut mieux partir dans ce sens-là, en termes de solidarité internationale. Donc, travailler dans la solidarité internationale, c'est travailler à construire ensemble. C'est de la co-construction. On ne peut pas faire tout seul. Je ne peux pas dire, je viens, je connais mieux que vous et je fais. Non. Ça, on a vu ce que ça a donné avec les programmes d'ajustement structurel. On a vu ce que ça a donné. C'est justement ça. Justement, tu commences à répondre à la dernière question. Du coup, comment réinventer aujourd'hui la solidarité internationale? Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a un nouveau rapport dominant-dominé qui est en train de se créer parce qu'il y a des programmes peut-être de solidarité internationale qui vont dans des pays du tiers-monde comme en Afrique ou comme voilà, ailleurs. Et on a l'impression que c'est une nouvelle forme de colonisation qui est en train de se faire.
comment, du coup, comme tu as commencé à répondre, je te laisse continuer le développement. Bon, Donc, oui. avant qu'Ibrahim ne continue, je vais continuer la question de l'âme, qui est très intéressante. Donc, comment réinventer la solidarité internationale pour éviter les formes de domination? Parce qu'aujourd'hui, la solidarité, ce n'est pas seulement découvrir, mais c'est faire découvrir aussi. Ce n'est pas seulement donner, mais c'est recevoir. Et loin d'être utopiste, nous savons qu'aujourd'hui, la solidarité, c'est une action concomitante. Ça va et ça vient. Mais là, on assiste plus à l'aide au développement, on assiste plus à l'humanitaire. Donc, quel regard donnez-vous à cela? Peut-être que nous avons du mal à communiquer sur la solidarité internationale. Peut-être. C'est une explication, entre autres. Mais si je continue ce que je disais, d'ailleurs, tu m'as fait perdre mon fil, Mohamed, c'est pas sérieux ça. Donc, je disais, si la solidarité internationale, si on le prend dans ce sens, dans le sens de la co-construction, de la découverte de l'autre, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on construit avec d'autres. On essaie d'apporter du bien-être, du développement, de la solidarité à d'autres. Donc, il ne faut pas venir et dire, je connais mieux que vous, donc je fais. Non, même ici, nous qui faisons de l'accompagnement ici en France à des porteurs de projets, on ne le fait pas. Donc, il faut connaître, il y a des ficelles, il y a des méthodologies qu'il faut connaître, des méthodologies de projets de développement, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut connaître aussi. C'est des compétences qu'il faut avoir ça à l'esprit, il ne faut pas aussi être naïf. Mais il ne faut pas venir avec cette position du dominant, de celui qui sait, parce que ça n'apporte rien, parce qu'ils connaissent mieux que vous leur terrain, leur société, leur village, tout ce que vous voulez, leurs problématiques, ils les connaissent mieux que vous. Donc, il faut co-construire avec ces gens-là. Il faut construire le projet avec eux pour que ça puisse avancer, soit avec eux sur le terrain ou avec des ressortissants qui sont ici, qui connaissent aussi le territoire. Donc, tout ça, ce sont des éléments, ce sont des allers-retours qu'il faut avoir dans la construction d'un projet de solidarité internationale. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut toujours avoir ça à l'esprit si on veut construire un projet qui puisse fonctionner, qui puisse marcher. Beaucoup de projets ont capoté pour ça. Je vais y revenir après pour répondre à la question. Donc, les obstacles que l'on rencontre, c'est comme dans tout. Il faut surtout trouver des partenariats. En termes de solidarité internationale, la construction des partenariats durables. Il faut avoir ça aussi à l'esprit. Durables et qui sont efficaces et efficients. Ces partenariats, si on ne les a pas au départ, si on ne connaît pas tous les réseaux qui existent pour trouver les financements, pour financer les projets, pour avancer avec les projets, ça peut être très compliqué. Et aussi, il faut savoir, dans la solidarité internationale, pour beaucoup d'associations, de petites associations, c'est des bénévoles. Donc ça aussi, c'est une grande difficulté qui peut aussi se rencontrer. Parce que les associations qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles, c'est compliqué. Les bénévoles, ils ont leur vie, ils ont autre chose à faire. Donc, il faut savoir aussi les mobiliser avec parcimonie. Donc, il ne faut pas exagérer dans la mobilisation des bénévoles. Donc, il faut savoir aussi jouer avec ça, être très compréhensif avec les bénévoles parce qu'ils apportent beaucoup. Et d'un autre côté, travailler dessus, c'est beaucoup d'experts qui sont dans la solidarité internationale, beaucoup de jeunes qui travaillent, qui sont des chargés de mission, qui fonctionnent, qui vont avec d'autres pays, qui travaillent dans ce truc-là. Donc, il y a pas mal de débouchés en termes de solidarité internationale, même si bon, ce n'est pas l'argent qui va t'y amener. Hein. Je dis ça tout de suite, ce n'est pas pour s'enrichir qu'on y va. Ça, c'est en fait. Donc, après, pour passer à la question sur dominant-dominé, je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. Il faut qu'on évite de tomber dans les pièges du néocolonialisme, même si, moi qui te parle là, je sais que certainement il y en a. Hein. Donc, je ne vais pas te mentir, mais ça, c'est dans un autre cadre. On ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Mais pour éviter ce piège de dominant-dominé, il faut que dans nos pays du Sud, globalement parlant, même si j'ai dit tout à l'heure, je n'aimais pas trop cette terminologie, nos pays du Sud, que les gens montent un petit peu en compétence, que les gens qui sont dans les territoires, c'est-à-dire nous qui sommes ici, moi qui étais au début du confinement, j'étais en Mauritanie pour former des cadres en gestion de projet. Donc, il faut que ces gens-là arrivent à monter en compétence. Et on est aujourd'hui au XXIe siècle. On n'est plus en 1900, je ne sais plus combien. Donc, on est arrivé à un moment où, si on veut avoir les éléments d'information, les éléments de travail, on peut les avoir. Et nous avons beaucoup de populations, beaucoup de ressortissants qui sont soit en France ou aux États-Unis ou en Angleterre, qui peuvent apporter des compétences. Et ça, il ne faut pas le négliger. Même ici, en France, nous apportons beaucoup.
ou ailleurs. Donc, dans nos pays, pour éviter cet état d'esprit de dominant-dominé, de voir l'occidental comme celui qui sait, c'est vrai qu'il y a ça, c'était le cas il y a très longtemps, mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Même si parler comme ça fait trop, je ne sais même pas comment appeler ça. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des relations entre les pays, qu'on va dire, en développement, pour parler comme ça, des pays en développement, la société civile en Afrique est très développée aujourd'hui. Elle avance beaucoup, elle fait beaucoup de choses en Afrique. Donc, il faut qu'à un moment ou à un autre, que nous rendions compte que nous avons des capacités, nous avons des compétences. Et que ces compétences, nous, par exemple, ce que nous faisons ici en France, c'est de pouvoir parler aux autorités, aux institutions, et leur expliquer l'apport des migrants qui sont ici. Et il faut faire très attention à ce mot migrant. On a tendance aujourd'hui, depuis 2015 en France, à mettre tout dans ce mot-là. Et migrants, nous sommes des migrants ici en France, mais nous apportons, nous vivons dans ce pays, nous apportons des choses dans ce pays. Donc, il faut que nous prenions conscience de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons apporter, aussi bien ici en France que dans nos pays d'origine, pour que justement cette logique de dominant-dominé puisse disparaître. Il faut qu'on sorte de cette situation. Ibrahim, excuse-moi, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ce que je voulais dire là? En une phrase. D'autres questions qui vont tomber. Surtout là, on doit avoir des questions de téléspectateurs. Dire à quelqu'un qui fait de la solidarité, ça, il exige de résumer en une phrase, je pense que c'est… Mais donc, moi… Deux phrases. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer les formes de domination? Réinventer, il faut d'abord que nous prenions conscience de ce dont on est capable d'abord, nous. C'est-à-dire ceux qui reçoivent, si je peux parler comme ça, ceux qui reçoivent les petits, il faut d'abord qu'ils prennent conscience qu'ils ont les capacités de faire. Les capacités de faire, ils les ont. Même les moyens, ils les ont. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire. On est capable de faire. Seulement, il faut accepter aussi l'échange avec l'autre qui vient. Il ne faut pas le voir. C'est dans ce cadre que tu as parlé de développement participatif. En disant, il faut aller dire, donner, mais se rendre compte que ces gens aussi, ils peuvent nous apporter quelque chose. Absolument. Absolument. Ce n'est plus la même génération qui existait de nos parents, de nos grands-parents. Ce n'est plus la même génération. C'est une génération qui a quand même découvert le monde, qui travaille avec le monde aujourd'hui. Le monde ici, enfin, on va dire un village planétaire, enfin, voilà. Mais on travaille tous ensemble. On est ici, on travaille ici avec des Français, des Français, des Européens, on travaille ensemble. On connaît, on sait comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir cet état d'esprit de dire que, voilà, nous pouvons, on peut échanger. Justement, si on veut construire un monde durable et solidaire, il faut qu'on arrive à échanger comme ça, à éliminer ces éléments de dominant-dominé, à les enlever nous-mêmes d'abord de nos états d'esprit, et après, on peut avancer. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais… Tout à fait, Ibrahim, c'est intéressant ce que vous dites. Nous sommes, comme vous le savez, en perspective Afrique, donc ce qui nous intéresse, c'est de dégager des perspectives et d'éclairer au mieux sur les questions. Donc, Lame, à toi la parole. Merci, Ibrahim. Du coup, je passe la parole directement à Claire pour cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit réinventer le rapport qui existe sur la solidarité internationale? Parce que, comme indiqué dans la question, il y a beaucoup en fait de personnes qui pensent que le fait que la lumière vienne du nord vers le sud, ça crée une nouvelle forme de domination, de dominant-dominé, et qu'on est dans une nouvelle forme de néocolonialisme avec les projets de solidarité qui viennent aider les gens pauvres et tout. Quelle est ta lecture par rapport à cette question? Alors, c'est une question super intéressante. Merci de l'avoir posée. Moi, je suis vraiment d'accord. Je rejoins vraiment Ibrahima dans ce qu'il a dit. Mais alors, évidemment, j'ai le point de vue de la personne occidentale. Et je vais compléter, du coup, parce que je trouve ça super intéressant quand Ibrahim, tu dis qu'il faut, il faut prendre conscience de ses compétences et les valoriser. Moi, je dirais que déjà, on a tous les ingrédients aujourd'hui dans notre réflexion pour avoir une forme de solidarité internationale
sans forme de domination. Dans la théorie, on a tous les éléments. Voilà, la définition de la solidarité internationale aujourd'hui, elle évite les formes de domination dans sa propre définition, en fait. Voilà, par le fait qu'elle valorise la rencontre interculturelle, le respect de l'autre, là où il en est, le respect des dynamiques locales. Donc, si le projet est bien fait, voilà, dans l'idéal, s'il est bien fait, on n'a pas de forme de domination. Et bien sûr, c'est dans le projet idéal où il y a un accompagnement, où il y a une sensibilisation à une éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Donc, normalement, on a tous les éléments. Après, en effet, certaines fois, on a une posture, justement, qui ne part pas forcément d'une mauvaise intention, mais une posture qui va ressembler à une posture dominante de certains projets qui se disent solidaires ou humanitaires, mais en fait, qui vont paraître un peu néocolonialistes, voilà, si j'utilise ce terme. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser, mais par contre, il faut être vigilant. Là, il y a vraiment besoin d'un accompagnement parce que la posture peut être réajustée. Finalement, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas connaissance de toutes les conséquences de leur projet, qui ne connaissent pas en fait tous les enchaînements qu'il peut avoir, toutes les toxicités qu'il peut avoir de leur action qui est soi-disant humanitaire, mais en fait qui a une posture dominante. Donc, si à partir de là, il y a justement un accompagnement de personnes qui portent les valeurs de la solidarité internationale, leur posture peut être réajustée. Donc, je pense que pour éviter justement les formes de domination, il y a vraiment l'accompagnement qui est super important et qui peut éviter ça. L'accompagnement, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, toutes les clés, parce qu'on les a, les clés, en fait, les clés de compréhension, on les a, on les connaît, mais c'est vrai que, comme l'a fait souligner Ibrahim, il y a peut-être un problème de communication, peut-être qu'on n'est pas encore assez présent, et je pense qu'on n'est pas assez présent, parce que moi, je rencontre encore dans l'enseignement privé en France, il y a voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin, et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui à monter ma structure là où je suis. Il y a un vrai besoin d'accompagnement et d'information, parce que finalement, certaines initiatives, elles ne sont pas de mauvaise intention, encore une fois, mais elles mériteraient d'être accompagnées, en fait, d'avoir une information sur le sujet, d'avoir une information sur toutes les formes toxiques que peuvent prendre une intention humanitaire, entre guillemets, une intention solidaire, si elle est mal informée, mal accompagnée. Voilà, donc je pense pour éviter cela, il faut vraiment avoir la posture qui va être en lien avec les valeurs de la solidarité internationale, encore une fois, la posture de la co-construction, de l'échange interculturel, de la réciprocité, voilà, savoir qu'on va s'enrichir mutuellement l'un et l'autre, c'est super important. Et c'est vrai que j'ai pensé ce matin en travaillant un peu l'entretien, là, j'ai retrouvé une citation d'Amadou Hampâté-Bâ que je trouve très belle et qui peut nous faire méditer. Il a dit « Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable et soyez humain. » Bien, elle me parle beaucoup, cette citation, et je trouve qu'elle illustre bien voilà, la notion de durée. Finalement, c'est du bon sens, c'est être humain, c'est respecter chacun dans l'échange. Voilà. Merci beaucoup Claire pour cet éclaircissement. Il y a juste pour ne pas sortir trop dans ce sujet, pour nous permettre du coup de faire une petite transition, il y a un internaute qui pose une question, du coup ça rejoint un peu le débat. Certaines personnes pensent qu'aujourd'hui que les travailleurs de la solidarité internationale ont souvent des calendriers cachés. Est-ce que vous ressentez une certaine méfiance des gens sur le terrain? Qui veut se lancer? Ibrahim, allez. Oui, allons-y. Non, non, faut pas toujours voir ça comme ça aussi. Donc, on peut pas mettre tout le monde dans le même paquet et généraliser. C'est toujours mauvais. Le fait de généraliser comme ça, c'est une mauvaise conseillère. Donc, il faut éviter de rentrer dans. Ils sont tous pareils ou il faut éviter de rentrer dans ce truc-là. Il faut se renseigner, il faut s'informer, il faut s'éduquer. Il faut être sensibilisé. Maintenant, on peut prendre les informations partout. Ça ne manque pas. Donc, calendrier caché, non, il faut éviter de mettre les gens qui sont dans la solidarité internationale. Je ne dirais pas que tous, voilà, je ne vais pas aller le dire, mais
c'est très rare de voir dans la solidarité, la vraie, la pure solidarité internationale, ceux qui rentrent vraiment dans la solidarité internationale, pour la solidarité internationale, n'ont pas de calendrier caché. Ils y vont parce que, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, clairement, voilà, cet aspect de solidarité, cet aspect de découverte, cet aspect de connaître, cet aspect parce qu'on entend tellement de choses ici en Occident, on entend tellement de choses sur les pays du Sud, on entend dire tellement de bêtises, tellement de conneries à la télé, du matin au soir, on n'entend que des âneries. Donc, certains, ils vont pour essayer de découvrir, peut-être même commencent à découvrir ici en France, on ne va pas rester en France, commencent à découvrir. Et pour aller plus loin, ils y vont parce qu'ils rencontrent, ils voient des gens, ils savent que des choses peuvent se faire, ils voient des images à la télé. Donc, ils se disent pourquoi pas. Quand on rentre un peu dans ce processus-là, oui, on y va pas avec un calendrier caché. Donc, c'est pas bon, je pense pas que ce soit bien de généraliser, de dire qu'ils ont un calendrier caché. Je ne dis pas qu'ils sont tous, mais je pense qu'il faut quand même éviter de rentrer dans ce processus, dans ce débat, de dire qu'ils ont un calendrier caché. C'est des gens qui vont, qui travaillent, qui apportent des choses. Et puis, comme je dis, il faut éveiller les gens. Il faut éveiller les gens, il faut former les gens. Dans nos pays, la formation est très importante. La formation, la sensibilisation, l'éveil, le sens critique doit être quelque chose de très important dans nos pays. Nous devons développer ces éléments dans nos pays. La jeunesse, on doit développer le sens critique d'une population. Si elle veut avancer, il lui faut un sens critique, quel que soit le domaine. Ce sens critique, tant qu'on ne l'a pas, il n'y a rien à faire. Tout ce que tu peux entreprendre, tu seras dans de l'à peu près. Donc, il faut toujours essayer d'avoir ce sens critique, se former, s'informer, être sensibilisé pour pouvoir éviter justement ces pièges. Même si ce n'est pas parce que tu connais que tu vas éviter ces pièges-là, mais voilà, c'est un élément fondamental. La sensibilisation, l'information, l'éducation, la formation, ce sont des éléments pour moi qui sont fondamentaux pour que les gens puissent accompagner, faire des choses. Et pour ce type de projet de solidarité internationale, l'accompagnement est fondamental. La compréhension du projet, la compréhension des thématiques qui sont développées dans ces projets, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très fondamental. Et donc, il faut que dans ces pays-là, que ces gens-là soient informés, qu'ils soient sensibilisés sur ça, parce que c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires, c'est eux les bénéficiaires, même si ceux qui viennent aussi sont aussi des bénéficiaires par cet échange interculturel, par cette redevabilité qu'il y a. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse éveiller un peu les consciences, éveiller un peu le sens critique des gens pour pouvoir avancer et faire des choses ensemble. Tout à fait, c'est très clair ce que tu dis. D'ailleurs, ça rejoint Claire. Je vais te poser tout à l'heure la même question, donc je vais te laisser répondre. Mais avant, il y a justement, Ibrahim, ce que tu disais, il y a une internaute qui dit que travailler aussi avec l'éducation nationale, car il me semble que c'est essentiel pour former nos citoyens de demain. Donc, ça rentre un peu dans le cadre de ce que tu viens de dire, Ibrahim. Du coup, Claire, par rapport à cette question du fait que certaines personnes, après il a précisé que c'est certaines personnes qui travaillent dans la solidarité internationale puissent avoir des calendriers cachés. Qu'est-ce que tu penses de cette question, de cette perception, ou est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai que je réagirais un peu comme Ibrahima. C'est vrai qu'il ne faut pas être non plus complètement… voilà, il ne faut pas faire de généralité. Il peut en avoir, mais tous les projets ne sont pas du tout comme ça. Donc, voilà, il faut essayer de rester positif et croire qu'il existe, enfin, qu'il y a aujourd'hui des projets avec des bonnes intentions, avec une bonne posture de co-construction, d'échange mutuel et de réciprocité. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a quand même il y a un obstacle à ces projets qui peut être vraiment important, c'est le manque de volonté politique d'un pays ou d'un autre dans les deux pays partenaires. Ça, c'est vrai que moi, je l'ai vécu concrètement. Voilà, quand il y a un manque de volonté politique, vous pouvez pas, de toute façon, on ne peut pas avancer. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu du côté de la politique pour qu'il y ait un projet de solidarité marche sur le terrain. Et ensuite, pour rejoindre aussi le sujet de l'éducation, là aussi, il faut une volonté politique. Je pense que aujourd'hui, on mériterait d'avoir dans les programmes scolaires une matière
consacré à l'éveil à la solidarité. Voilà. Je pense qu'il faudrait avoir un temps consacré dans le programme scolaire à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ibrahim, Suleiman, je te laisse la parole. Merci, Silla. Merci, Claire, et merci, Ibrahim, pour vos intéressants témoignages, surtout, et développement. Claire, par rapport à l'assistance en Afrique, les projets de solidarité menés par les Occidentaux en Afrique, très souvent, il y a cette expression anglophone qui ressort. On parle du white savior complex, c'est-à-dire entre guillemets, le blanc qui va en Afrique pour apporter de l'aide, pour assister ou autre. Et pour certains, il y a quelque chose, il y a un non-dit qui se cache derrière cela. Parce que il faut savoir que l'Occident a un rapport avec les pays du tiers-monde, même si nous n'aimons pas utiliser l'expression. Et il y a d'abord eu la colonisation. Après la colonisation, il y a eu les indépendances. Bon, on peut dire les indépendances. Pour certains, entre guillemets, indépendances. Et il y a ce qu'on appelle l'aide au développement qu'on a mis en place. L'aide au développement, c'est quoi? Les pays sont là, on les aide par des actions solidaires, on les aide par des dons, on les aide par des promesses qu'on ne voit pas sur le terrain, qui ne se réalisent pas, qui ne se matérialisent pas. Quelle lecture pourriez-vous donner sur cela? Moi, je trouve qu'on en revient un peu à la volonté politique. En fait, en effet, il y a ce passé de la colonisation qui plane toujours un petit peu, mais il faut essayer justement d'aller au-dessus et de voir tout le travail positif qui est fait déjà en termes d'éducation à la citoyenneté. Enfin, je veux dire, on a beaucoup avancé depuis. Il y a beaucoup de travail qui est fait, même si aujourd'hui, on peut... c'est vrai que le blanc, enfin, moi, je l'ai vécu quand on est sur le terrain. Quand j'étais au Burkina Faso, on a toujours l'image qui nous est collée au visage, quoi, l'étiquette du blanc qui va donner, etc. Donc ça, je pense que ça, voilà, ça reste, mais il faut essayer de passer au-dessus, quoi. En fait, c'est une question de posture, parce qu'après, voilà, ça va passer par l'éducation, la sensibilisation, mais il y a bien sûr des milliards d'occasions de créer ces échanges qui sont super enrichissants, ces échanges interculturels. Donc, il faut passer au-dessus et après se battre. Il faut militer pour faire vivre ces valeurs de la solidarité qui sont le respect mutuel, l'échange, etc. Encore une fois. Et après, quand la volonté politique n'y est pas, c'est vrai que voilà, ça peut être difficile, mais par les acteurs de la société civile, il peut encore avoir un moyen d'agir et de porter les valeurs de la solidarité. Enfin, je suis convaincue. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que, évidemment, quand il n'y a pas de volonté politique derrière, il faut qu'il y ait des politiques publiques au moins qui accompagnent les projets de développement durable, les projets de solidarité internationale qui viennent en complément d'un programme gouvernemental. Parce qu'au final, c'est des personnes bénévoles en général qui se lancent dans des projets de solidarité internationale. Alors que pour la plus grande partie des politiques publiques sur le développement, sur même les solidarités, parce qu'il y a des politiques solidaires que les États peuvent mettre en place et qui ne rentrent pas dans un cadre associatif. Il y a pas mal de questions, je ne vais pas pouvoir vous les poser parce qu'il nous reste quelques minutes, 15 minutes, 10 à 15 minutes. Il y a quelqu'un, un internaute, qui dit qu'il est d'accord, il dit « Je suis d'accord sur le fait de chercher l'information, de s'éduquer. Cependant, l'information, on la trouve partout et il y en a tellement qu'il est difficile de scinder le vrai du faux. » Il dit également, pour un sudiste, comment faire la différence entre ces multiples projets
avec comme objectif la domination déguisée et ceux de bonne volonté qui sont présents pour un échange respectueux et transfert de compétences. Donc, ça rejoint un petit peu les inquiétudes que les uns et les autres peuvent avoir sur les projets qui sont mis en place. Du coup, l'autre question, c'est d'après vous, du coup, d'après vous deux, hein, pas d'après nous, on n'est pas spécialistes. Donc, d'après vous, quels sont les principaux freins au montage de projets et d'entreprises en Afrique pour un membre des diasporas? Alors, Ibrahim. Ah oui. Vaste question. Je vais d'abord commencer par juste voilà, revenir un peu sur ce que Claire a dit et compléter un peu, rajouter. Effectivement, quand je disais tout à l'heure, il faut développer l'esprit critique, ben c'est ça. Quand on développe l'esprit critique, effectivement, on va voir dans beaucoup de pays, dans beaucoup de zones en Afrique, le blanc arrive, c'est toujours le blanc qui vient aider. Enfin, voilà, cette image, malheureusement, elle est là. C'est comme ça. Mais justement, en développant l'esprit critique, en développant l'esprit de citoyenneté, en développant l'esprit de dialogue et de découverte, certaines choses vont disparaître. Il y a des barrières qui vont tomber. Et ces barrières-là, nous pouvons les faire tomber avec justement ceux qui viennent en solidarité internationale, parce que c'est des gens, sincèrement, attention, sincèrement, parce qu'il y en a toujours comme on dit, mais voilà, sincèrement, qui viennent en termes de solidarité internationale. Il y a des ponts qu'on peut mettre en place. On peut construire des ponts avec ces gens-là, donc qui permettent de faire tomber certaines barrières, qui permettent de ramener la relation dominant-dominé ou la relation de l'occidental avec le résultat de la colonisation, de l'esclavage, tout ce qu'on veut, et colonisation jusqu'à aujourd'hui avec tout ce qu'il y a derrière, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, ces éléments-là, je pense qu'on peut apporter des éléments de réponse, on peut apporter des éléments de compréhension qui permettent justement de casser ces images-là, de les casser de l'homme ou de la femme blanche qui vient, qui est, voilà, ça, on peut le casser. Mais ça ne peut être cassé que par l'éducation. L'éducation, la formation, l'éveil. Il n'y a que ça qui peut le casser. On ne peut pas faire autrement. Nous pouvons l'apporter quand nous rentrons dans nos pays, même si on sait que c'est très difficile quand nous rentrons dans nos pays pour essayer de faire avancer ces choses-là. Mais c'est un élément qu'il faut mettre en place. Tant qu'il n'y a pas une éducation, une vraie formation dans nos pays, de la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à même après l'université, tant qu'il n'y a pas une vraie formation, un éveil des esprits, les choses n'évolueront pas, elles changeront à la marche. Ce sera toujours comme ça. Pour répondre à la question, quelles sont les difficultés pour entreprendre, pour les diasporas? Les difficultés, elles sont souvent, comment je vais le dire, pour ne pas passer pour quelqu'un. Les difficultés, on peut parler de difficultés réglementaires qui peuvent exister. Ça, ce sont des difficultés. En termes d'entrepreneuriat, pour quelqu'un qui a fait de l'entrepreneuriat, en termes de réglementaire, c'est des choses qui existent, qui sont là, parce que c'est très fouillis, même si dans la plupart des pays, en tout cas de l'Afrique francophone, ils ont tout copié sur la France. Hein. Les règlements, les statuts, les machins, tout ça, tout est copié sur le droit français. Donc voilà. Mais il y a d'autres éléments. La corruption qui rentre en jeu. C'est des difficultés que beaucoup de gens de la diaspora y rencontrent quand ils rentrent en Afrique. Ils arrivent à passer parce que tu connais un tel qui connaît. Bon, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Malheureusement, ce sont des éléments qui existent. Mais cela ne doit pas empêcher aux gens de la diaspora, parce que d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, les gens de la diaspora rentrent beaucoup plus en Afrique. Ils investissent beaucoup plus en Afrique. Ils développent beaucoup plus en Afrique parce qu'ils voient que les Occidentaux investissent en Afrique. Ils y vont. Ils investissent en Afrique parce qu'on dit que c'est l'Eldorado de demain. Mais ça aussi, on entend depuis quelques années. L'Afrique de demain. Même si, économiquement, et sur le plan statistique et sur le plan des prévisions économiques, c'est vrai, c'est prouvé, c'est montré. Et donc, c'est le moment où, justement, nous devons avoir dans nos pays africains des politiques. Justement, on parlait tout à l'heure de politique. Des politiques d'accueil, des politiques de facilitation de l'investissement des diasporas dans ces pays, sans être récupérés par des dinosaures qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans, malheureusement, et qui ne partent pas. Et ça, c'est un problème qu'il faut avoir le courage de dire. On a dans nos pays des dinosaures qui sont là depuis 40 ans. Ibrahim Abbas, sans te couper la parole, tu as parlé d'éducation. Et oui. Tu as parlé d'éducation. Et un professeur d'université qui est décédé récemment, ce Cheikh Sadibou Kamara, disait de l'éducation
qu'elle est socle et fondament de toute chose. Donc, quand on n'est pas éduqué, actuellement, on ne peut pas mener un projet solidaire. Non, je ne suis pas d'accord. Et aussi, quand on est solidaire, on doit gagner quelque chose en contrepartie, sinon ça devient de la philanthropie. Donc, pensez-vous que nous sommes dans une dynamique de solidarité ou dans une dynamique de donner, Solidarité. de solidarité? Solidarité. On n'est pas dans de la philanthropie ou de je ne sais pas quoi d'autre de ce qu'a dit. Je respecte beaucoup Boukamara, on le connaît tous très bien, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur ce plan. Bon, après, malheureusement, bon. Mais on n'est pas dans la philanthropie, on est dans de la solidarité. Parce que ce que nous attendre quelque chose, moi, si je mets en place un projet, que ce soit à Tekan ou autre, qu'est-ce que je vais en attendre? J'attends rien. Ils ne vont pas me donner de l'argent. Ils ne vont pas me... J'apporte quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cet échange, cet apport, ce qu'on amène, ce qu'on donne aux gens, ce qu'on apporte aux gens pour juste que les gens puissent se sentir bien, puissent se soigner, par exemple, c'est un centre de santé pour eux. Ça vaut tous les prix qu'on peut imaginer. On n'a pas besoin d'être payé. Ce n'est pas ça qu'on cherche quand on rentre dans la solidarité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas pour l'argent qu'on y va. Si tu y vas pour l'argent, non, perds ton temps. Mais ce n'est pas pour chercher l'argent, mais il y a une forme de satisfaction derrière. Évidemment. En tant qu'être humain, nous sommes portés par l'humanité à faire des projets. Maintenant, ce que nous attendons de ces projets, c'est qu'il y ait le besoin escompté, c'est-à-dire des gens qui sont là, on va les aider et en contrepartie, ils vont évoluer. Mais si ces projets n'aboutissent pas, tombent à l'eau, il n'y a pas de retour positif. On apprend toujours de nos échecs. On apprend toujours de nos échecs. On met en place un projet qui n'a pas marché. C'est ce qu'on appelle en termes vraiment méthodologie de projet de la capitalisation. Tu vas apprendre sur cet échec. Tu vas reconstruire, tu vas remettre en place un autre projet, peut-être même au même endroit. Tu t'es rendu compte qu'il y a des choses que tu n'as pas fait comme il fallait. Et donc, tu changes, tu évolues, tu fais changer ton projet, tu fais évoluer ton projet. C'est ce qu'on appelle la capitalisation, tout simplement en termes de méthodologie de projet. Et attendre, c'est ce que je disais, quand on fait ça, évidemment qu'on attend quelque chose en retour. On est des humains. On attend peut-être, voilà, on a fait du bien à des gens, on a fait du bien dans une société, on a fait du bien dans un village, on a construit l'école, on a construit le centre de santé, on a construit, je ne sais pas, peu importe ce qu'on a fait. On a apporté des activités génératives de revenus à des jeunes femmes qui n'avaient rien. Enfin, voilà, on apporte tout un tas de choses. C'est pas, voilà, on y gagne quelque chose, évidemment, c'est tout à fait logique et normal. Tout être humain atteint un certain retour sur son investissement, mais pas financier ou autre. C'est un retour tout simplement humain, le développement humain, la solidarité, tout simplement. D'accord. Claire Sen, par exemple, quand elle va en Afrique, elle ne choisit pas une destination, elle va là où elle pourrait apporter, là où elle pourrait réaliser un projet. Pourquoi vous, Ibrahim Aram, vous partez spécialement à Tekan ou pourquoi vous ne partez pas au nord de la Mauritanie ou aussi dans un autre coin? Pour ce qui me concerne, moi, je t'ai dit, j'ai fait des projets en Centrafrique, au Cameroun, Congo, Guinée, Sénégal. Donc, je n'ai pas, moi personnellement, je vais te parler, moi personnellement, d'accord, avant de rentrer. Moi personnellement, je suis un vrai panafricaniste. Donc, là où il y a un projet, on peut développer quelque chose, on peut apporter quelque chose, j'y vais. La Mauritanie, ça aurait été Ouad Naga, je serais parti. Claire peut-être ne connaît pas, mais c'est un autre bled à Mauritanie qui s'appelle Ouad Naga. Ça aurait été à Seyil Babi, pareil pour moi. Il n'y a aucune différence. Et pourtant, j'aurais pu dire, je vais juste faire pour mon village, qui en a aussi besoin. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai fait parce que, voilà, en termes de solidarité, je ne regarde pas tel ou tel par rapport à moi. Je ne regarde pas ça. Je raisonne juste en termes de solidarité, de développement et d'évolution de la population. Tout simplement. Merci Ibrahima, merci Claire. Je vais donner la parole à Lam pour conclure le débat, parce que nous allons dépasser. Merci beaucoup. Peut-être que Claire a quelque chose à rajouter, c'est ce que je viens de dire, parce qu'elle n'a pas eu le temps aussi de répondre. Oui, du coup, il nous reste 4 minutes. Donc, Claire, je te laisse la parole pour répondre. Alors, du coup, la question, je vais te la reformuler. C'est la question de Guillaume, un internaute, qui demande, en fait, pour les gens qui sont dans la diaspora, donc les gens qui sont
il n'a pas précisé si c'est la diaspora africaine, j'imagine, et qui vont vouloir faire des projets en Afrique. Quels sont les obstacles en général? Ibrahim a parlé des obstacles réglementaires, du fait de la corruption, du fait des manques de moyens qui sont mis en place pour pouvoir accueillir, domicilier ce genre de projet. Qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à cette question? C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ibrahima, mais après, moi, je vois aussi, dans le dernier pays où je suis allée, au Burkina Faso, aujourd'hui, par rapport à, malheureusement, au djihadisme, à la montée du djihadisme, c'est un énorme frein pour entreprendre des projets, en fait. Voilà, là où on a été pendant 2 ans, beaucoup d'actions sont bloquées à cause de ça, en fait. Donc, voilà, ça dépend aussi de la situation. La situation politique du pays peut être un frein à l'entreprise de projet. Après, moi, je voulais rajouter globalement sur la notion de solidarité internationale de l'entreprise de projet solidaire. Il ne faut pas avoir peur de faire des petits projets, en fait, pas vouloir avoir des projets de grandes envergures qui, malheureusement, parfois peuvent être bloqués par la volonté politique, et faire des petits projets déjà de solidarité locale avec des jeunes, voilà, les motiver à s'engager, à aider celui qui est à côté de chez soi, avec une association locale. Ça peut être déjà une action de sensibilisation super importante. Et si tout le monde fait ça, moi, je pense qu'il peut y avoir un élan de solidarité qui peut se créer. Et du coup, voilà, on peut arriver à sensibiliser la jeunesse et avancer sur l'élan de solidarité internationale qui est nécessaire aujourd'hui pour la planète et pour toutes les communautés. Tout à fait, merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de l'émission. Quelles sont du coup vos actualités? Claire, on sait que tu es en train de monter un projet pour aider les gens dans le cadre de la solidarité internationale. Ibrahim, récemment, vous avez organisé une rencontre virtuelle sur ces questions-là. Est-ce que voilà, vous avez 1 minute chacun, si vous pouvez résumer? Allez, Ibrahim. Oui, effectivement, c'est vrai que voilà, dernièrement, ce qu'on a fait, c'était dans le cadre du Festival des Solidarités. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler ici, ou beaucoup de gens le connaissent aussi très bien. Mais bon, malheureusement, cette année, comme vous connaissez tous, les choses étant ce qu'elles sont, tout a été en virtuel. Donc, on a organisé quelques débats par rapport justement à cette situation que nous vivons, quelles sont les formes de résilience qui peuvent exister et quelles sont les solutions qu'on peut aussi proposer en termes d'agroécologie, en termes de développement durable, en termes d'économie et de politique et socialement parlant. Donc, c'était 2 débats qu'on avait organisés sur ça. L'autre débat le plus proche qui nous arrive, c'est demain, c'est la Journée internationale des migrants. Qui commence demain, c'est demain, pardon, qui est organisée par le Forum et dont nous sommes membres. Donc, c'est sur Internet, comme tout le monde. Donc, le lien, vous l'avez. Vous allez sur le site Internet du Forum, vous avez un lien pour participer. On va récupérer le lien, comme ça, on le partage directement sur… On le partager. Et voilà, c'est toute une journée de 10h jusqu'à je ne sais plus quelle heure du soir. Il y a plein de débats sur des salons virtuels. Donc, chacun choisit le débat qui l'intéresse. Et voilà, ce sont en espérant qu'en 2021, quand même, qu'on pourra un peu, voilà, respirer un peu et pouvoir se voir directement et organiser des choses directement. Mais voilà, 2021, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues. Beaucoup. On a pas mal d'événements qui vont arriver. Mais voilà, on en parlera en temps voulu bientôt. Là, j'en ai plein et je ne veux pas prendre tout votre temps aussi. Mais bon, il y a des événements qui arrivent. Il y a des événements qui arrivent. Merci. Du coup, Claire, par rapport à tes activités, donc on sait très bien que voilà, tu es spécialisé dans ce domaine et tu commences à monter ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis voilà, ça les gens pourront savoir davantage. Oui, merci Mohamed de me donner la parole. Oui, alors moi je suis sur le point de monter mon association. Donc comme toute création d'association, eh bien, le nerf de la guerre, il faut trouver des subventions. Donc je suis en train de rechercher des partenaires qui pourraient m'aider.
Et puis ensuite, ça va être voilà, essayer de voir quels sont les lycées qui seraient intéressés pour avoir de l'accompagnement de projets pour leurs jeunes. Donc pour l'instant, moi je suis localisée dans les Landes, donc on travaille avec je suis en train de voir quel partenariat possible avec la Maison de l'Europe des Landes qui a organisé le live la dernière fois le 19 novembre où Souleymane est intervenu. Donc c'est un peu recenser tous les acteurs qui pourraient travailler avec moi et puis aussi essayer de convaincre des bailleurs de fonds de m'aider à démarrer. Voilà, donc moi je serais intéressée d'en savoir plus aussi sur l'action du COSIM parce que je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble de manière intéressante. Parce que je trouve aussi qu'il y a parfois un manque de coordination des acteurs de la solidarité et qu'on a du mal. Alors évidemment, la situation actuelle rend les choses plus difficiles, mais c'est vachement important de se coordonner pour unir nos énergies et que notre action soit plus visible et du coup plus efficace. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien organiser voilà, une rencontre quand la pandémie sera définitivement finie, j'espère, une rencontre entre tous les acteurs de Nouvelle-Aquitaine au niveau de Bordeaux, tous les acteurs de solidarité. Je pense que ça serait très intéressant pour réunir toutes les énergies qui vont dans ce sens-là. Voilà, merci à Afrique. Merci à vous, merci infiniment. Du coup, si vous êtes d'accord, je vais envoyer vos coordonnées, donc on va vous rendre solidaire du coup. Merci Lam, merci Lam, merci Ibrahima et merci Claire Sen. Soyons solidaires, la solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et de la rendre plus facile. Henri Frédéric Amiel. Merci et au revoir. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.